Mesdames et messieurs, prenez place, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Ça va? Ouais, toi aussi? Ouais, ça va. Mesdames et messieurs, nous allons débuter cette séance du Conseil communautaire du 7 juillet. Allez, prenez place. Je demandais à Hélène Lehmann si elle veut bien faire l'appel nominal. Merci Hélène. Bonsoir à tous. Delmarès Frédéric, Priolo Jonathan, Chaplet Jean-Jacques, Dupuis Olivier, Auroy Pétou Thierry, Castin Alain, Pradier Serge, Deltaï Pascal, Gauthier Christophe, Fray Roland, Goubi Cyril, Bancal Fatia, Bordenave Christian, Léturgie Marc, absent excusé, Cazes Jean-Pierre, Dessalles Jean-Louis, Bourdin Sébastien, Liabaste Pascal, Visantini René donne pouvoir à Philippe Puy-Poncher, Delair Arnaud donne pouvoir à Pascal Delteil, Jante Jean-François, Portolan Jean-Claude, Dreuil Jean-Michel, d'Orange Michel, Destombe Michael donne pouvoir à Christian Bordenave, Prévost Pascal absent excusé, Tégérizo Julie donne pouvoir à Francis Blondin, Ruet Fabien, Rouen Laurence, Bonami... Pardon ? D'accord. Bonami Jean-Claude, Thérault Michel absent excusé, Roche Maryse, Blondin Francis, Laroche Catherine donne pouvoir à Thierry Roy-Pétou, Fort Jean-Pierre, Baël Josie, David Bordier Christophe, Cardraon Joël, Vergnol Patrick, Gouze Didier, Delfieux Michel, Capuron Didier, François Christine donne pouvoir à Fabien Ruet, Prola Éric, Puy-Poncher Philippe, Malga Florence donne pouvoir à Josie Bail, Mamès Luc, Simonet Jacqueline donne pouvoir à Fatia Bancal, Potron Marie-Lise donne pouvoir à Marianne Scotty, Molton Marjorie, Andrieux Marie-Claude, Scotty Marie-Hélène, Bassi Georges, donne pouvoir à Cédric Lougrat, Fradin Stéphane, Benfedoul Adib, Castin Anthony va arriver, Trapi Gérald, Serra Ogbona Marion, Braco Céline, Guichard Emmanuel, Lougrat Cédric, Lehmann Hélène présente, Weinberg Joaquina donne pouvoir à Jonathan Priolo, Fauvel Paul, Gondono Corinne, Banquet Alain, Arnouille Catherine, Isus Joël, Lacombe Lucien, Lionel, pardon. Tavo Catherine donne pouvoir à Hélène Lehmann, Grégoire Philippe donne pouvoir à Patrick Vergnol, Cornet François. Excusez-moi pour le... Merci Hélène. Donc en fait, on a deux installations ce soir, monsieur Lucien. Merci beaucoup. Je vous propose comme secrétaire de séance monsieur Cédric Loudrat. Pas d'objection, merci beaucoup. Je dois vous faire approuver le procès-verbal de la séance du 4 juin. Y a-t-il des objections? Il n'y en a pas, merci beaucoup. Je dois vous faire approuver aussi une petite modification concernant l'ordre du jour. Il s'agit du projet de délibération numéro 6 pour les frais de déplacement de la délégation des élus à Saint-Pierre-de-Bœuf. Vous l'avez sur table. Pas d'objection pour personne. Ok, je vous remercie. Et puis on aura aussi la présentation d'une motion sur les guichets de la SNCF, la même, je suppose, que celle qui est passée à Bergerac, qui sera présentée par Alain Castan tout à l'heure. Voilà pour l'ordre du jour. Écoutez, je vous propose de rentrer dans ce conseil communautaire. Le premier point, il s'agit de l'installation d'un conseiller communautaire titulaire pour la commune de Bergerac. Il s'agit de M. François Cornet qui remplace Stéphane Lebert, qui était conseiller municipal à Bergerac. Donc voilà, je vous passe le processus réglementaire. Il s'agit du premier titulaire qui est susceptible de remplacer les élus manquants. Y a-t-il des interventions? Voilà, écoutez, je propose de prendre acte de cette installation, peut-être donner la parole un instant à M. Cornet s'il veut dire quelques mots.
Eh bien, merci Monsieur le Président, chers collègues, merci pour votre accueil, de me recevoir de cette assemblée communautaire. Alors, je regrette autant que vous l'absence de représentation nationale depuis 4 ans, mais je ne puis que m'en excuser en n'étant pas spécialement responsable. Monsieur donc Fabien Ruet s'en est fait l'écho lors d'un conseil municipal de Bergerac, dont je suis également membre, mais dont je n'ai pas pu me rendre parce que ma nomination a été très, très rapide et je n'étais pas sur place. Et même si ce qu'a dit à l'époque monsieur Ruet n'était pas forcément dénué de tout sens, il faut quand même savoir que, comment dire, je veux dire, ceux qui sont présents en prennent toujours pour ceux qui sont absents. Voilà, c'est comme dans l'histoire des grèves. Moi, j'étais fonctionnaire des services publics pendant longtemps, et quand vous n'êtes pas gréviste, ben, on vous engueule à la place des grévistes. Alors, c'est ce que je voulais dire à mon cher collègue Fabien, d'une part, et puis que cette situation ne se reproduira plus. D'abord parce qu'on sera probablement plus nombreux au sein de cette assemblée, et que d'autre part, tant que je serai là, c'est peut-être pas en 8 mois, mais peut-être plus, sait-on jamais, eh bien, on sera quand même toujours présent. Voilà. Ceci dit, les électeurs en ont-ils voulu au parti que je représente? Je ne sais pas. Les dernières élections ne l'ont pas vraiment confirmé, puisqu'ils nous ont quand même conservé comme premier parti non seulement de France, mais de Dordogne, si on croit les élections législatives et européennes. Voilà. Donc, pour ces propos donc, que je voulais un petit peu conclure, en fait, voilà, pour le reste, bon, je me présente, je m'appelle François Cornet, j'ai 69 ans, je suis un ancien ingénieur de ressources humaines, j'ai été DRH à la Poste, j'ai été dans ma jeunesse pendant 6 ans conseiller municipal de Nice, ce qui était quand même quelque chose d'assez conséquent, avec des délégations à la culture et à l'enseignement. Étant entendu que j'étais subdélégué d'une adjointe qui était parlementaire et conseiller régional, donc qui ne pouvait pas faire, qui n'était pas hyper disponible. Voilà. Et puis après, j'ai des activités associatives sur la Dordogne, dans laquelle j'habite département dans lequel j'habite depuis quelques années, depuis 2017. Donc je suis président de Famille de France, ça, M. Priolo le sait très certainement, administrateur du DAF, responsable des usagers à l'hôpital, voilà, aussi bien de Pasteur que de l'hôpital de Bergerac. Voilà, je remercie pour votre attention, merci Monsieur le Président de m'avoir laissé ces quelques minutes pour me présenter, et puis vous exprimer ma fierté d'être des vôtres. Merci beaucoup. Juste pour préciser une chose, Monsieur Cornet, on essaie ici, autant que faire se peut, qu'on ne transporte pas les débats du conseil municipal de Bergerac dans cette assemblée. Voilà, ce qui se passe dans le conseil municipal de Bergerac est tout à fait légitime, mais ici nous sommes dans une instance entre élus et une instance communautaire qui a des sujets propres à traiter. Donc voilà, c'était juste pour, puisque c'est une habitude que nous avons prise et que chacun, je pense, aujourd'hui essaie de respecter. Nous traitons de notre ordre du jour et des compétences qui sont les nôtres et des sujets qui peuvent en découler. Merci beaucoup de cette présentation. Je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Chaplet pour une décision modificative sur le budget principal. Jean-Jacques, merci beaucoup. Oui, Président, merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Comme à l'accoutumée, les premiers points sont d'ordre financier.
Et le premier point, c'est la décision modificative numéro 2 qui a trait au budget principal. Donc, comme d'habitude, je passe sous silence le tableau, on y reviendra après. En section de fonctionnement, ces écritures ont pour objet d'alimenter les crédits pour l'entretien de la voie verte et l'équilibre se fait par une diminution du virement à la section d'investissement. Et vous voyez les 8 500 € sur la page numéro 1 en bas qui concerne ce virement pour entretenir les terrains de la voie verte. En investissement, c'est le tableau qui est au-dessus du petit paragraphe. Des crédits sont ouverts pour une régularisation de FCTVA 2024 à hauteur de 50 €. Pour la scénographie de Quai Cyrano afin de régler les retenues de garantie à l'issue du chantier, c'est les 30 000 € que vous avez au 23-13. Un virement est fait entre les opérations 2206 et 2207 pour augmenter les crédits liés aux travaux d'extension de la MSP de l'Est Bergeracois. Et vous voyez les 60 000 € que l'on ponctionne sur la rénovation de la LSH de Toutifaux pour justement augmenter les crédits sur l'extension de la maison de santé de Est Bergeracois. L'enveloppe voirie 2025 est abondée afin de réaliser des travaux supplémentaires à la suite des intempéries survenues au cours du mois de mai, en l'occurrence le 18 mai. Ces dépenses nouvelles sont financées par le recours à l'emprunt et vous voyez les travaux de voirie au 23-15, 63 800 € qui concerneraient les communes de Razac de Soussignac, Monestier, Luna, tu m'as dit, et le Gajac-Rouillac. Merci, Gajac. Donc ces dépenses nouvelles que vous avez dans le tableau à gauche sont supportées par le recours à l'emprunt à hauteur de 102 350 €. Voilà, Président, sur cette DM du BP. Merci Jean-Jacques. Y a-t-il des demandes de précision? Oui, Hélène. Juste sur les moins 60 000 concernant la rénovation de la LSH de Toutifaux, à quoi ça correspondrait? Un report de travaux ou... C'est sur le budget global où on n'aura pas tout consommé, ça nous permet de ponctionner 60 000 € sur l'enveloppe globale. On ne met pas du tout un stand-by des travaux sur la LSH de Toutifaux. C'est parce qu'il y a un excédent de crédit sur cette ligne. D'autres interventions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On va poursuivre avec une autre DM concernant les transports urbains. Voilà, tout à fait. Sur les tubes, c'est l'ADM numéro 1 et ces écritures ont pour objet d'ouvrir des crédits pour l'acquisition de 2 véhicules destinés au circuit de la navette Cœur de Ville et cette acquisition est financée par le recours à l'emprunt et vous voyez le montant de 100 000 € en termes de dépenses et en termes de recettes sur de l'emprunt. Y a-t-il des interventions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. On poursuit avec l'assainissement. Voilà, le point numéro 3, budget annexe assainissement, c'est l'ADM numéro 2. Donc là aussi, les écritures ont pour objet d'augmenter les crédits pour solder l'opération réalisée pour le syndicat mixte d'adduction d'eau potable sur la commune de Gardonne. Et vous voyez à hauteur de 14 731 € qu'on bascule du 23-15 vers le 45 812. Y a-t-il des questions? Non, c'est clair. Quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté, je vous remercie. On poursuit avec le centre événementiel. Tout à fait, c'est l'ADM numéro 2. Donc ces écritures ont pour objet d'ouvrir des crédits en fonctionnement, notamment pour permettre le règlement de l'étude qu'on avait missionné pour trouver un nom à notre nouveau centre événementiel. Et vous voyez donc par le biais des 20 000 € sur une prise en charge du déficit par le BP pour assumer cette dépense sur le budget annexe. Y a-t-il des interventions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté, merci beaucoup. On va parler de la ligne de transport ouest, ligne 3. Thierry, tu as la parole. Oui, merci, Président. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vu la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, qui reconnaît la CAB comme une autorité organisatrice des mobilités, AOM, vu les délibérations autorisant la création de la ligne de transport ouest, et considérant que la CAB souhaite étoffer son offre de mobilité afin de répondre aux besoins des usagers de l'ouest de son territoire dans leur trajet quotidien, la ligne régulière non urbaine de transport de voyageurs a été mise en place le 1er septembre 2024 entre Bergerac, Prigonrieux et La Force. Cette ligne fonctionne du lundi au samedi soir, toute l'année, avec des horaires prédéfinis, 6 rotations par jour, entre 6h et 21h45.
Les usagers sont pris en charge et déposés à des points d'arrêt définis, en partenariat donc avec la Fondation John Bost, qui participe financièrement à ce service à hauteur de 55 000 € par an. Cette ligne a été créée à titre expérimental pour une durée de 12 mois et reconduite pour une durée de 2 ans. Il convient d'établir une convention actant la mise en place de la ligne et des conditions de refacturation. Les membres du Conseil communautaire sont donc invités à autoriser le président à signer la convention de partenariat entre la CAB et la Fondation John Bost, telle que présentée en annexe. Merci Thierry. En effet, cette ligne reconnaît un franc succès qui ne se dément pas puisqu'elle croît encore. Donc ça veut dire qu'on est dans le juste et les besoins sont avérés sur ce secteur et petit à petit, les utilisateurs se l'approprient. C'est la raison pour laquelle on vous propose de reconduire ce partenariat sur 2 ans de plus avec la Fondation qui joue pleinement le rôle qu'elle avait évoqué lors de la signature de notre accord. Il y a à peu près 4200 voyages par mois. Là. Combien 4200 voyages. 1200 voyageurs 4200 voyages 4200 voyageurs par mois. Ouais. Y a-t-il des interventions? Non, c'est clair pour tout le monde. Pas d'objection. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit du déplacement pour aller pratiquer ou rencontrer l'installation de Rivière Nature sur Saint-Pierre-de-Bœuf. Nous y avions déjà été précédemment pour certains. Il s'agissait donc de faire partager, de faire sentir. Et je crois que c'est vraiment nécessaire de bien se rendre compte de quoi il s'agit. Bon, on peut déplorer peut-être qu'on n'était pas trop nombreux par rapport au nombre initialement prévu, mais bon, chacun fait comme il peut. Donc vous avez la modification donc de la délibération. Vous savez, on avait prévu justement de prévoir une participation financière des personnes qui effectueraient ce voyage. Donc c'est chose faite. Vous avez la proposition qui vous est faite. Donc elle est proportionnelle aux émoluments que nous percevons les uns et les autres dans le cadre de nos fonctions. Et la proposition qui vous est faite est une participation pour le président de 200 €, 150 € pour les vice-présidents, 100 € pour les conseillers délégués. Et évidemment, pas de participation pour les autres parce que déjà, prendre une journée sur son temps personnel et sur son travail, c'était déjà une belle participation. Donc voilà la proposition qui vous est faite pour que chacun puisse constater qu'on implique aussi pécuniairement les élus qui... Alors, il ne s'agissait pas d'un divertissement, même si c'était fort agréable. Il s'agissait de travailler sur le sujet, puisque nous avons rencontré le maire et président de la communauté de communes, puisque l'équipement est géré par une communauté de communes de 15 000 habitants. Donc on a eu la chance d'avoir une présentation du budget annexe par le président et une présentation aussi plus technique, là pour le coup, du fonctionnement de l'équipement par le directeur de la base. Le président du département nous avait accompagnés et donc on a eu une fréquentation tout à fait importante. Alors plus le matin, pour ceux qui étaient arrivés plus tôt, Cédric pourra le confirmer, par des scolaires, beaucoup de scolaires et beaucoup de jeunes. Et je profite de cette parenthèse pour préciser qu'il s'agit vraiment d'un équipement à la fois sportif, mais pas sportif restrictif. C'est un équipement qui permet à tous les néophytes et tous les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, puisque la plupart d'entre nous ont pratiqué la descente en rafting sur l'équipement avant de repasser en nageant. Donc on voit que c'est vraiment un équipement familial, tout à fait intégré au niveau de l'environnement, et non pas ce qu'on peut avoir dans notre esprit quand on regarde les Jeux Olympiques, par exemple, quand on voit le stade d'eau vive qui est présenté à Vers-sur-Marne, c'est pas du tout l'équipement que nous souhaitons ou nous envisageons sur le territoire. Donc voilà, je crois que cette visite a été assez
illustrative de tout ce que je viens de vous dire, et que la plupart d'entre nous sont revenus à la fois rassurés et conquis par l'intérêt de ce projet. Mais je reviens à la délibération. Là, il s'agit donc d'acter le mandat spécial pour financer ce déplacement et la participation financière des élus qu'on vous propose. Voilà, chers collègues, y a-t-il des prises de parole ou des questions par rapport à cette proposition? Ça va pour vous? Ça vous paraît... Bon, écoutez, est-ce que quelqu'un est contre ce projet de délibération? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Bien, merci pour cette belle unanimité. Et puis, on aura l'occasion, évidemment, de revenir sur ce dossier de rivière nature, passe à poisson, rivière de contournement, enfin, tout un tas d'appellations possibles par rapport à cet équipement sur lequel nous sommes en train de travailler, pour l'instant, avec le concours du département de la Dordogne. On va passer au point numéro 7. Il s'agit de l'approbation du règlement intérieur de l'espace Étincelle, donc le centre événementiel de Bergerac. Je ne vais pas vous relire le règlement intérieur, vous imaginez bien. Donc ce règlement intérieur a été rédigé par le délégataire, comme il se doit, et puisqu'il convient que ce délégataire propose au délégant un règlement qu'il accepte. C'est la position que nous devons prendre ce soir. Voilà, chers collègues, y a-t-il des questions ou des interventions par rapport à cette proposition de règlement? Oui, Hélène. Merci. J'avais 2 questions. Bon, avant, je voulais juste faire une remarque sur le... Comment dire ? Il y a beaucoup de documents en fait à fournir pour pouvoir louer en fait les espaces. Bon, ce qui me paraît normal puisque c'est un centre tout neuf et que évidemment on va éviter tout risque d'incendie, tout risque de sécurité et tout. Mais c'est juste que je me suis dit bon, une petite association lambda de Bergerac, je suis pas sûre qu'elle ait la capacité aujourd'hui de remplir toutes les demandes en fait qui sont dans le règlement intérieur. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Après mes questions, il y a un dépôt de garantie en fait qui est évoqué dans le règlement intérieur. Je voulais savoir si on savait le montant ou si ça dépendait des événements. Et sur l'accessibilité des personnes, je voudrais quand même attirer l'attention du délégataire sur le fait que il n'y a pas que des personnes avec des handicaps physiques. Là, dans le règlement intérieur, est évoqué essentiellement les personnes à mobilité réduite. Mais aujourd'hui, il faut aussi rendre le site accessible pour les handicaps sensoriels et les handicaps cognitifs. Alors, je ne sais pas si ça peut être ajouté dans le règlement. J'imagine que le délégataire, comme c'est quelque chose aujourd'hui d'obligatoire, de mettre cette signalétique, de pouvoir le rajouter. Merci. Alors, pour la première partie de la question, je pense qu'en fait, il s'agit d'un rodage. Les gens vont s'habituer aux pièces demandées et puis après, on va rentrer dans quelque chose d'assez routinier. J'ai aucun doute sur le fait que le délégataire accompagne les pétitionnaires ou les gens qui vont solliciter, parce que c'est son intérêt d'ailleurs de faire en sorte que les gens ne se perdent pas dans les méandres administratifs. Donc je crois qu'il y aura vraiment, j'ai pas de doute là-dessus, un soutien de leur part. Concernant le dernier point, là il s'agit juste de répondre à la loi, donc dans le cadre des personnalités à mobilité, des personnes à mobilité réduite. Donc ça il a été repris le cadre réglementaire. Donc c'est vrai que peut-être faudra-t-il s'interroger au moment, enfin je sais pas comment ça se passe par rapport à cette spécificité que tu évoques, Hélène. Donc voilà. Bon, voilà à peu près pour ma réponse. D'autres. Ça va? Il n'y en a pas pour les petites salles, c'est pour la grande salle. Il n'y en a pas pour les petites salles, c'est pour la grande salle. Ah, tu parles de le dépôt de garantie. Alors ça, il ne peut pas être quantifié à ce stade puisque ça dépend de la quantité d'espace qui est loué. Si on loue une petite salle, le dépôt de garantie n'est pas le même que si on loue l'ensemble du centre. Donc voilà, c'est pour ça que le montant, on ne le connaît pas à ce jour. Voilà, chers collègues, y a-t-il d'autres questions? Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Merci beaucoup. On va passer à la V91 et c'est comme toujours Jean-Claude Bonamy qui rapporte ce dossier. Oui, merci, Président. Encore 2 acquisitions sur la V91.
Donc, vu le SNV, le SRV, le PVDD, vu l'arrêté préfectoral 24-2024-09-30-403, la réalisation du projet de la V91 nécessite des acquisitions foncières, comme d'habitude. Cette première acquisition porte sur une bande de terrain d'environ 300 mètres carrés, extraite de la parcelle AE 153 petit p, au lieu dit Lavette Ouest, sur la commune du Flé, appartenant à l'indivision Serre. Les vendeurs souhaitent céder, pour un montant de 750 €. Les vendeurs souhaitent céder à la CAB pour 1 € le délaissé entre la voie verte et la rivière, environ 228 mètres carrés, qui correspond au talus que l'on pourra à terme restituer au domaine public fluvial. Donc nous sommes invités à valider cette acquisition, désigner Maître Bardin pour rédiger les actes afférents et autoriser le président à signer les actes. Merci Jean-Claude. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On poursuit toujours sur la V91 pour une acquisition au Flé. Donc, vu les mêmes instances et le même arrêté préfectoral que précédemment, pour l'acquisition foncière nécessaire au tracé de la V91, cette acquisition envisagée porte sur une bande de terrain d'environ 183 mètres carrés, extraite de la parcelle D970 petit p, au lieu dit Coutou, toujours sur la commune du Flé, et appartenant à l'indivision Belvert. Cette division de parcelle peut être acquise pour un montant de 457,50 €. Nous sommes donc invités à valider cette acquisition, désigner Maître Bardin et autoriser le président à signer les actes. Merci Jean-Claude. Je rappelle quand même que ces acquisitions se font quand même à un prix tout à fait respectueux, puisque si on le ramène à l'hectare, vous faites le calcul, ça fait des sommes importantes. Donc on fait des acquisitions de manière très respectueuse des personnes chez qui on va passer. Je crois que c'est un élément qui n'est pas un élément de détail et qu'on peut rappeler, parce que 25 000 € l'hectare, c'est pas le prix d'un terrain qui n'a pas de vocation aujourd'hui. Donc, est-ce que vous êtes contre cette acquisition? Pas d'abstention? Tout le monde est pour? Merci beaucoup. On va passer aux attributions de délégation par le Conseil communautaire au président. Il s'agit des questions d'assurance. C'est Pascal Deltaille qui nous rapporte ce dossier. Oui, donc par délibération du 27 juillet 2020, les membres du Conseil communautaire ont attribué des missions de compétences que le président peut exercer par voie de délégation. Un nouveau marché d'assurance a été lancé et notifié à la SMACL le 20 décembre 2024, suite notamment à un contexte national de recrudescence de catastrophes naturelles et de mouvements sociaux entraînant des dégradations. Les conditions imposées par l'assureur ont été fortement durcies et impliquent, entre autres, la mise en place d'une franchise de 5 000 € sur l'ensemble des sinistres. Compte tenu de la nature de la majorité des sinistres de la CAB, un grand nombre d'entre eux se révèlent concernés par des dommages inférieurs à 5 000 €. Désormais, l'assureur invite la CAB à procéder au remboursement direct du sinistré par ce type de dommages. Il convient donc de compléter l'article 16 des délégations attribuées par le Conseil communautaire au président en indiquant que le président de l'EPCI peut recevoir délégation du Conseil pour transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 €. Merci Pascal. Oui, les conditions des contrats d'assurance évoluent et rarement en notre faveur. Donc on a été obligé d'inclure ce postulat pour justement rendre les choses acceptables. Alors c'est vrai que ça pourra générer des discussions pour ces conflits inférieurs à 5 000 €, mais c'est a priori là, quand même la solution la moins défavorable pour la collectivité. Y a-t-il des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Merci beaucoup. Renouvellement de l'adhésion au centre de médecine professionnelle et préventive du centre de gestion. Pascal, tu gardes la parole. Oui, donc depuis le 1er janvier 2022, donc la CAB a adhéré au service de médecine professionnelle et préventive du centre de gestion de la Dordogne de la fonction publique pour ses agents. Il est proposé que la CAB renouvelle cette adhésion à ce service proposé par le centre de gestion 24 selon les conditions fixées par la convention jointe en annexe à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de 3 ans.
Donc nous sommes appelés à accepter ce renouvellement. Y a-t-il quelqu'un qui veut la parole? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Merci beaucoup. Le point suivant, il s'agit de la signature d'un avenant à la Convention territoriale globale, et c'est Serge Pradier qui l'a. Oui, merci Président. Il s'agit donc de signer un avenant à cette Convention territoriale globale afin d'intégrer à compter du 1er janvier 2025 les actions d'accompagnement de la collectivité pour la réalisation et le financement des BAFA et des BAFD selon les modalités précisées dans la Convention d'objectifs et de financement. L'aide financière de la CAF est d'un montant forfaitaire de 350 € par session et par personne. Et cet avenant est signé pour une durée d'1 an et ne modifie pas les clauses de la Convention, évidemment, initiale. Voilà, Président. Merci Serge. Je veux saluer le très fort partenariat qu'il y a entre la CAF et la collectivité qui nous permet d'avoir des projets, de les faire aboutir et de faire avancer vraiment ces sujets concernant l'enfance, tout secteur confondu d'ailleurs. Hein. Donc on est vraiment dans un partenariat très productif et très constructif. Merci beaucoup. Oui. Y a-t-il des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. Merci beaucoup. On continue avec l'attribution d'une subvention pour l'association LARA. L'association LARA, c'est l'association de recherche archéologique et historique du Pays de la Force. En 2025, c'est-à-dire cette année, LARA souhaite organiser du 19 au 24 septembre, c'est-à-dire pendant la période des Journées du patrimoine, une exposition gratuite sur les Comons-la-Force, qui était une famille ducale du XVIIe siècle, qui a joué un rôle important dans l'histoire de France. De nombreux objets, tableaux, documents ayant appartenu à cette famille et au château de la Force seront ainsi présentés. Et notamment, si vous avez bien suivi vos cours d'histoire en primaire, le fameux poignard de Ravaillac, qui a été conservé au château peu de temps après l'assassinat d'Henri IV. Afin de mener à bien ce projet qui s'inscrit donc dans les Journées du patrimoine, l'association sollicite une aide financière de la CAB. Et je vous invite à accorder une subvention de 500 € à cette association qui œuvre donc dans le contexte historique et archéologique de notre territoire. Merci Serge. Y a-t-il des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. Merci beaucoup. Point numéro 14. Il s'agit d'une signature d'une convention tripartite entre la CAB et le Roi de Cœur et les communes bénéficiaires qui ont postulé pour ce partenariat. Serge, tu gardes la parole. Eh bien, écoutez, nous reconduisons la convention qui avait été signée l'an passé, peut-être pas avec les mêmes communes. Cette convention consiste à soutenir la culture en milieu rural au travers de l'intervention et des programmes de la compagnie du théâtre du Roi de Cœur. Les communes concernées sont Montbazillac, Saucignac, Saint-Pierre-d'Hérault, La Force. Vous avez les dates des soirées théâtrales organisées. Le coût des représentations réparti à part égale entre les communes concernées et la communauté d'agglomération bergeracoise. Et les conventions annexées précisent les conditions tarifaires et techniques des prestations. Voilà, donc il s'agit pour nous ce soir d'autoriser le président à signer les conventions tripartites et d'autoriser le versement à la compagnie du théâtre de Roi de Cœur les sommes susdites. Merci Serge. Bon, c'est bien de voir le théâtre et la culture dans nos communes et c'est trouver un partenariat très productif que de permettre l'expression de ce théâtre en plein air dans nos communes. Et ça, la fréquentation aussi est au rendez-vous. Et donc c'est vrai que ça nous encourage à continuer à proposer ce dispositif. C'est vrai que dans cette période un peu de disette en matière de subventions, l'aide apportée à une troupe théâtrale qui réside maintenant sur notre territoire me paraît tout à fait indiquée et indispensable. Merci Serge. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté. Merci beaucoup. On va parler développement économique. On va commencer par la DELFA. Jean-François, tu as la parole. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. Vu les articles L1511-3 et L1611-4 du Code général des collectivités territoriales, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2311-7,
clarifiant les règles de versement des subventions par les communes et précisant que l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. La Delpha 24, dont le siège social est situé au pôle viticole, zone de Valade Sud à Bergerac, mène différentes actions dans le cadre de l'étude et de la lutte contre les fléaux atmosphériques. Depuis 2021, une subvention annuelle de 9 000 € est octroyée à l'association. Il est proposé que la CAB intervienne également à hauteur de 9 000 € pour l'année 2025 au titre du fonctionnement de l'association et dans le cadre de ses actions de lutte contre la grêle. Nous sommes donc invités à autoriser la CAB à accorder une subvention de 9 000 € versée à l'ADELPHA 24 pour l'année 2025 et d'autoriser le président à signer la convention fixant les conditions de versement de l'aide. Merci. Merci Jean-François. Bon, vous avez l'habitude aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on accompagne ce dispositif qui est fort précieux parce que bon, c'est déjà les dégâts que peut faire la grêle sur les cultures et du coup si on peut diminuer les risques fortement, il ne faut pas s'en priver. Oui Jean-François, tu vois. Oui, je voulais rajouter, c'est que on est dans une période difficile, vous le savez tous, hein, le milieu viticole est touché durement. Et c'est vrai que c'est un équipement qui permet aussi de sauver nos récoltes. Hein, donc c'est un moment important et merci à la CAB pour l'ensemble du milieu viticole. Merci. Merci Jean-François. Y a-t-il d'autres prises de parole? Oui Lionel. Faisant partie du réseau, je m'abstiendrai pour le vote. Et je rejoins les propos de Jean-François, et pas seulement pour la viticulture, aussi pour l'arboriculture. Voilà, merci. Et je crois que c'est bien pour les voitures aussi. Si des fois écoute, non, écoute, c'est vraiment quelque chose de précieux et qui a fait ses preuves aussi. Et voilà, donc, est-ce que quelqu'un est contre? Personne ne s'abstient. Merci pour cette unanimité. On passe au point numéro 16. Il s'agit d'une liste d'attribution d'aide économique à l'investissement. Et Cyril et Jonathan vont se partager la présentation. Merci Président. D'abord une première proposition sur la commune de Gardonne. C'est M. Romain Fontani qui représente la SARL Fontani qui souhaite ouvrir une boucherie, charcuterie, traiteur dans le centre-bourg de Gardonne avec un investissement total prévu à hauteur de 62 852 € et la CAB pourrait intervenir à hauteur de 2026 € et 34 centimes. Quant à la deuxième aide, il s'agit de la commune de Creys, la SAS Terroir de Franchemont, Xavier Aubin-Arnouille, qui représente cette SAS, qui souhaite ouvrir une seconde boutique de producteurs à l'enseigne Agriculteurs Réunis sur la commune de Creys, avec un investissement total prévu à 142 858 €. Et la CAB pourrait également intervenir à hauteur de 10 000 € au titre des investissements immobiliers. Concernant la ville de Bergerac, nous avons trois propositions d'aide à l'investissement. En premier lieu, la SAS Augustus, Florian et Marjorie Frey qui reprennent l'opticien suite à liquidation judiciaire du magasin Binocle et qui vont ouvrir une magasin d'optique à l'enseigne Les Lunettes de Flo et Marjo en se spécialisant autour du sport. Et c'est dans ce cadre-là que nous les accompagnons. L'investissement dans le cadre des travaux d'aménagement s'élève à 15 539 € et nous proposons de faire intervenir la CAB à hauteur de 3 107 €, soit à peu près 20% du montant. La deuxième aide sur Bergerac concerne la SAS BGC Coffee, qui est en fait l'enseigne Columbus Café. Donc monsieur Nicolas Calvé, représentant donc de cette société, a souhaité créer un café à l'enseigne Columbus Café sur Bergerac, en cœur de ville, dans l'immeuble Mounet-Sully. D'ailleurs, c'est ce qui permet d'enfin ouvrir les commerces de ces anciennes nouvelles galeries très chères aux Bergeracois et aux Bergeracois un peu plus larges. Le prégontin que je suis est enfin ravi qu'il y ait quelque chose là-bas. L'investissement total est évalué à quasiment 300 000 €, dont 160 000 € de travaux d'aménagement. La CAB pourrait intervenir à hauteur de 6 000 € sur les travaux d'aménagement, conformément au plan de financement qui vous est présenté. Et enfin, troisième aide à l'investissement qui concerne toujours Bergerac. Cette fois-ci, pareil, la réouverture d'une enseigne mythique sur Bergerac, à savoir la SAS Le Riche, portée par monsieur Sébastien Fourtic
Laïtol, voilà, représentant dans le CRL Le Riche, a repris la brasserie Le Riche, située place Gambetta à Bergerac, afin de développer également des animations, spectacles, réceptions et séminaires en cœur de ville. L'investissement prévu est évalué à 354 000 €, dont 58 000 € de travaux d'aménagement. La région Nouvelle-Aquitaine a subventionné le projet pour un montant de 50 000 € et la CAB se propose d'intervenir à hauteur de 6 000 € sur les travaux d'aménagement, conformément au plan de financement qui vous a été proposé. Merci, messieurs. Y a-t-il des questions sur ces différents projets? Il n'y en a pas. On pourrait se dire quelquefois que les montants peuvent paraître dérisoires par rapport au montant des investissements. Je peux vous dire qu'il n'en est rien, puisque ça fait toujours plaisir d'être aidé un petit peu dans la symbolique aussi, de savoir qu'on... Alors, le règlement d'intervention qui est le nôtre permet d'intervenir aussi sur certains postes qui sont complémentaires avec ceux de la région. En fait, la logique, c'est plutôt là où la région ne peut pas aller, nous on vient compléter cet investissement. Voilà, c'est un dispositif qui permet aussi d'aider quelques situations qui ne sont pas prises en compte par la région Nouvelle-Aquitaine de par son règlement propre. Pas de questions. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On va parler de territoire d'industrie. Cyril. Merci Président. Donc il s'agit en fait de signer ici une convention de reversement avec le Grand Périgueux concernant le poste de chef de projet occupé par le collaborateur Monsieur Olivier Madère, qui est arrivé chez nous depuis presque une petite année maintenant. Donc en fait dans le cadre de la labellisation territoire d'industrie, le Grand Périgueux et le Grand Bergeracois au sens large, c'est-à-dire aussi bien la CAP que les trois autres EPCI que sont Montagne, Montravel et Gurson, Porte Sud Périgord et Bastide-Dordogne Périgord. Donc nous avons été labellisés territoire d'industrie au titre du programme 2023-2027. Dans ce cadre, nous avons pu mettre en place de l'ingénierie nécessaire à la conception et la mise en œuvre de ce programme. Et donc nous avons recruté un chef de projet. Le plan de financement prévisionnel du poste de chef de projet d'industrie est le suivant. Des dépenses à hauteur de 60 000 €, une prise en charge de l'État à hauteur de 40 000 € et une prise en charge à hauteur du Grand Périgueux et du Grand Bergeracois de 10 000 € chacun. Il a été convenu que la CAB porte le recrutement du chef de projet territoire d'industrie et signe ensuite avec le Grand Périgueux une convention de cofinancement et de reversement. Donc en fait, l'État nous verse à nous pour les 40 000 € qui sont dus dans ce cadre-là, et le Grand Périgueux nous versera 10 000 €, ce qui fait que, à la charge du Grand Bergeracois, donc il y a aussi à voir avec nos autres collègues PCI, on n'a qu'une somme de 10 000 € à ce titre-là. Les membres du conseil communautaire sont invités à valider la convention de reversement au Grand Périgueux et à autoriser le président de la CAB à la signer. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mis à part que ce territoire d'industrie permet de mettre en avant notamment l'industrie sur notre territoire, de faciliter le développement des activités déjà présentes et de permettre l'arrivée de nouveaux porteurs de projets notamment. Merci Cyril. Donc peut-être signaler que le premier COPIL aura lieu en septembre, je crois. Donc Philippe Perrin me valide bien ce que je dis. Donc voilà, on fera le point sur les nombreux dossiers sur lesquels Olivier Madère a déjà pris contact et est déjà intervenu pour voir un petit peu les leviers sur lesquels on peut agir pour développer et soutenir le développement industriel sur nos deux territoires respectifs. Je vous rappelle qu'on avait fait une candidature commune pour justement bénéficier de ce dispositif. Je crois que c'était une bonne chose parce que sinon, ni l'un ni l'autre des deux territoires n'aurait été retenu. Donc c'était la bonne option et ça nous permet aussi de travailler ensemble et de partager nos efforts sur tout notre patrimoine industriel qui en a bien besoin et qui est plutôt une force, on le dit insuffisamment, sur le territoire du Bergeracois, puisque de nombreuses pépites se développent bien et continuent d'ailleurs même en cette période un petit peu atone au niveau économique à progresser. Il n'y a pas que Renco dont on va parler après, il y a la Sotec, la chaudronnerie en général, il y a la papeterie Bernard Dumas, il y a Skinless, il y a Berkem, il y a une pléiade de petites belles PME, je ne dis pas petites, belles PME qui
qui font un peu les beaux jours du Bergeracois, et c'est tant mieux parce que ces emplois sont souvent rémunérateurs et de grande qualité pour ceux qui peuvent en bénéficier. Voilà, chers collègues, pas d'objection au financement de ce poste. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Merci beaucoup. Le point suivant, il s'agit du développement du site Urenco. Vous avez déjà entendu parler évidemment de ces multiples projets qu'on attribue à l'économie des guerres, on le sait. Mais les Bergeracois sont habitués à ce site puisqu'il est là depuis longtemps et la sécurité, même si de temps en temps on peut déplorer un petit accident, quelquefois un peu dramatique, mais globalement les risques sont contenus et le PPRT fonctionne très bien. Il est revisité tous les ans et les élus sont attentifs à ce que les dispositifs de sécurité soient évidemment inspectés et mis au goût du jour régulièrement. Sur cette question de ce soir, vous rappelez qu'un premier permis de construire avait été délivré en 2024 pour une production de poudre. Il s'agissait du projet Poudre 1. Et là, il s'agit de délivrer 2 nouveaux permis en 2025. Un qui a été délivré pour les charges modulaires. Les permis ont déjà été délivrés, le permis de construire. Et un nouveau permis de construire va être délivré pour augmenter la production en projet Poudre 2, donc en extension du projet Poudre 1. Ces projets, donc évidemment, sont conditionnés à des autorisations. Une autorisation au titre de la loi sur l'eau IOTA, une dérogation au régime des protections des espèces protégées, puisque là on est dans une situation extrêmement particulière, et évidemment une autorisation ICPE, autorisation classique pour ce type de projet. Donc la demande concernant les travaux du 10 février 2025 a fait que le permis de construire a été attribué, mais donc précédant l'autorisation environnementale dont nous parlons ce soir. Donc cette autorisation environnementale qui est préconisée par les services de la préfecture avant la signature de l'arrêté, donc a vu une demande de complément de la part de la DREAL le 11 avril 2025 pour justement parfaire les interrogations concernant les questions environnementales. Donc Urenco a évidemment répondu par un mémoire de 170 pages que vous avez eu, qui semble à ce stade répondre aux interrogations de l'autorité environnementale. Par arrêté, donc la préfecture a prononcé une consultation publique ouverte pendant 3 mois, du 16 juin au 15 septembre, pour faire en sorte que chacun puisse s'exprimer sur ces questions de sécurité, d'environnement, enfin toutes les questions qui concernent cette autorisation. Donc une demande de travaux anticipés une fois le permis avait été sollicité. Donc le dossier a été soumis à consultation comme il se doit. Une première réunion a eu lieu en juin et la prochaine aura lieu le 3 septembre. Donc on est dans la procédure classique. Les conseils municipaux des communes avoisinantes, Bergerac, je crois que ça a déjà été fait, Cour-de-Pile, Creil, Saint-Nexan et Montbazillac, sont consultés sur le projet et devront répondre aussi avant le 16 août. Donc vous avez le nom du commissaire enquêteur, vous avez possibilité de consulter le dossier, vous avez les adresses où vous pouvez le faire. Donc on vous rappelle évidemment les horaires et la date de la prochaine réunion qui aura lieu je me suis trompé, le 18 juin et 3 septembre, donc à 18h. Voilà. Donc ce dossier qui a été présenté a été considéré comme complet. Donc évidemment, avec un point particulièrement scruté, c'est la proximité de la rivière Dordogne, puisque le site est longé par la rivière
comme il se doit, ce site classé Natura 2000 est fortement protégé, notamment les rejets, mais qui sont aujourd'hui, je peux en témoigner, d'une bonne qualité, donc pas ce qu'on a connu il y a 50 ans, bien heureusement. Donc voilà, considérant l'avis assorti de recommandations du 18 juin émis par la MRAE de Nouvelle-Aquitaine, évidemment auquel Eurenco a répondu, donc nous sommes donc invités à prendre acte de la saisie de Eurenco, de préconiser que les recommandations de la MRAE évidemment soient prises en compte, bien sûr, et que le projet présenté à ce jour n'amène pas d'observation particulière de notre part, et émettre un avis favorable sous réserve du respect des avis des 3 autres services et autorités consultées par la période de 3 mois, et donc autoriser le président à transmettre le présent avis à Madame la préfète. Y a-t-il des interventions? Il n'y en a pas. Mais écoutez, on va laisser transmettre un avis favorable sous ces réserves, et puis laisser le processus de la consultation se dérouler jusqu'au mois de septembre. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Oui. Abstention? 2 abstentions. 3 abstentions. 4 abstentions. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au pôle aménagement et infrastructure, sur un point d'assainissement collectif avec la convention de prestation de services avec les communes concernées. Jean-Louis, tu as la parole. Merci Président, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme tous les ans, il s'agit d'une délibération qui va entériner le temps passé sous la forme de prestation de services. Donc toutes les communes disposant d'un assainissement collectif ont passé convention avec la CAB pour des prestations de services fournies par leurs agents sur les sites concernés. Et donc aujourd'hui, il vous est demandé d'entériner le tableau des heures relevées pour l'année 2024, et donc qui seront facturées par les communes à la CAB, et que la CAB reversera ces prestations aux communes concernées. Voilà, je ne vais pas vous faire le détail du tableau qui se trouve au dos de cette convention. Donc les membres du conseil communautaire sont invités à arrêter les montants dus au titre de ces prestations et inscrire les budgets correspondants. Voilà. Merci. Merci Jean-Louis, on fait ça tous les ans. Il s'agit d'être dans le respect de nos accords concernant le transfert de la compétence assainissement. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Écoutez, l'ordre du jour est quasi épuisé. Je vais passer la parole à Alain Castan qui va nous présenter le projet de motion. Voilà. Oui, merci. Bonsoir à tous. Oui, en préalable de la motion, je voudrais quand même faire un point parce que nous en avons déjà parlé en conseil communautaire sur ces suppressions des guichets dans les gares de la ligne Bordeaux-Sarlat, mais également la ligne qui fait Bordeaux-Limoges est également touchée. Donc aujourd'hui où on en est que Alain Rousset, le président de la région, a vraiment changé un petit peu sa position par rapport à tout ce qui a pu se passer dans le combat qu'ont mené les syndicats et les associations des élus, et particulièrement l'association des maires ruraux, puisque sur ce travail collectif, nous avons obtenu 18 000 signatures sur cette motion dans les gares, et donc c'est quand même quelque chose d'important et c'est quelque chose qui compte. Ce qu'il y a aussi, nous ne sommes pas seuls, puisque toutes les communes concernées, que ce soit la Lende, Sainte-Foy, Le Buisson, Sarlat, Montpont et Saint-Astier, ont aussi signé des motions personnelles. Nous, on va le faire pour celle de la gare de Bergerac, puisque c'est la gare qui est touchée par la CAB. Et bien sûr, j'ai vu sur le journal aujourd'hui que le Grand Périgueux a signé aussi une motion pour les gares de la ligne
Bordeaux-Limoges. Donc quelque part, j'espère que nous allons aboutir, d'autant plus que demain après-midi, c'est Thierry Orepeito qui se déplacera à Meymac, en Corrèze, sur un débat sur la ruralité. Et il aura un face-à-face directement Alain Rousset, Monsieur Coste, le président du département, et Philippe Brugère, le président des maires ruraux de la Corrèze. Donc moi je compte sur Thierry pour vraiment défendre ces guichets qui absolument doivent rester en place pour les services publics. Et j'espère qu'aujourd'hui on croit savoir que la SNCF a demandé de revenir justement, de revenir en arrière et de ne pas supprimer ces guichets. J'espère qu'on va gagner. Donc je vous lis la motion qu'on vous propose ce soir. C'est sur la maintien du service public dans la gare de Bergerac. D'ici 2027, sur les 13 guichets SNCF procédant à de la vente de billets en physique sur l'ensemble du département de la Dordogne, 7 devront fermer et 3 devront revoir leur amplitude horaire à la baisse, dont la gare de Bergerac. La ligne 33 du TER Nouvelle-Aquitaine va donc subir une double peine, fermer un guichet sur les 2 existants et voir ses horaires d'accueil des usagers réduits. Cette ligne, qui relie Sarlat à Bordeaux en passant par Bergerac, a déjà été sauvée en 2018, grâce à une mobilisation d'ampleur permettant ainsi une réfection totale plutôt que sa fermeture définitive. Cette ligne a nécessité 9 mois de travaux, 84 millions d'euros d'investissement, dont pour ce qui concerne les intercommunalités, c'est pratiquement 7 millions d'euros qui ont été payés. En investissement. Environ 4100 voyageurs aujourd'hui empruntent la ligne chaque jour. Les recettes ont augmenté de 11% en 2024 contre seulement 10% sur le reste du territoire néo-aquitain. Elle fait partie des lignes les plus fréquentées du réseau. Malgré cela, et en ajoutant le fait que nous sommes sur un territoire rural pour lequel la mobilité est un enjeu quotidien et essentiel, la région projette de supprimer un guichet sur les 2 existants et de revoir l'amplitude horaire en passant de 75 heures à 55 heures hebdomadaires. Par ailleurs, Bergerac est la seule gare qui possède un guichet ouvert pour l'ensemble de l'agglomération, permettant aux usagers d'avoir accès à l'information en direct. De même, les projets de développement de services qui sont envisagés, à savoir la promotion du territoire à travers des aménagements de visite de quai Cyrano, plus les musées de la ville, plus la navette, développement d'un point relais colis, mise en œuvre de location de vélos, seraient totalement remis en question faute d'accueil des clients. Il est donc proposé au Conseil communautaire de faire annuler la décision prise par la région et SNCF Voyageurs afin de conserver un service public équivalent à celui proposé à ce jour et d'arrêter la casse sociale au profit d'intérêts financiers contestables et de répondre aux attentes des voyageurs dont un quart ont plus de 65 ans et ou sont issus d'un milieu rural. Voilà ce qui vous est proposé en espérant que l'aboutissement de cette lutte arrive demain après-midi. Merci Alain. Y a-t-il des prises de parole? Oui, merci Monsieur le Président. Juste pour dire qu'on a pris cette motion également lors du dernier conseil municipal de Bergerac. Je veux dire qu'en tant que conseiller régional, j'étais intervenu avec mes collègues du groupe directement auprès d'Alain Rousset et des services pour que cette demande-là soit revue. Et ensuite, on était intervenu plusieurs fois auprès de Thierry de façon à ce qu'on puisse avoir cette modification. Et j'avais reçu d'ailleurs les responsables SNCF dans mon bureau pour faire le point avec eux et leur dire que les élus se battraient jusqu'au bout pour un retour en arrière sur cette demande. Et c'est le cas, donc on peut quand même s'en satisfaire aujourd'hui. Mais je pense que c'est important aujourd'hui qu'on vote encore cette motion pour montrer qu'on est encore présent sur ce dossier. Donc vraiment merci à tous ceux qui se sont battus pour que cette motion arrive et qui se sont battus pour que le Conseil régional revienne en arrière. Oui, Thierry. Voilà, je rajoute que effectivement vous avez passé la motion lundi dernier, c'est ça? Oui. Et le lendemain, le mardi, on a eu une réponse de la SNCF qui stoppait toute modification en Dordogne de fermeture de gare et de réduction d'amplitude, notamment gare de Saint-Astier, Montpont et Bergerac. Mais le combat continue pour les autres lignes comme le Médoc et la ligne d'Arcachon. Donc il faut qu'on continue avec nos collègues présidents des maires ruraux de Gironde et notamment de Haute-Vienne aussi, parce que la quasi-totalité des gares serait
fermées, notamment la gare de la Souterraine, dont le maire est conseiller régional en charge des gares. Et vous imaginez si à Lamonzie-Saint-Martin, j'étais vice-président de la région et qu'on me ferme ma gare. Vous comprendrez qu'on serait en lutte et on arrêterait les trains pour dire notre mécontentement. Bon, sur ce sujet, c'est vrai, c'est un sujet qui touche tout le monde, même ceux, comme beaucoup, prennent leurs billets de train sur Internet, mais un agent en gare, un guichetier, ne fait pas que émettre des billets de train. Notamment la semaine dernière, où il y a une quinzaine de jours, il y a eu une personne en fauteuil roulant à Montpont qui a pris l'ascenseur pour aller sur la voie, sur le quai d'en face, et a été bloqué. Et heureusement qu'il y avait le vendeur qui est sorti, qui a fait l'intervention, sinon le fauteuil était bloqué dans l'ascenseur. C'est des choses qu'on voit souvent. Dernièrement, en gare de Mussidan, un train a pris feu. Heureusement qu'il y avait les agents de la gare pour porter les premiers secours. C'est une présence humaine dans les gares. Il faut laisser cette présence humaine lorsqu'il est nécessaire dans ces gares. Il faut se poser la question que les gares qui ont été refaites avec les deniers de la région, notamment la gare de la Laine, qui a été refaite à neuf il y a 3 ans, vous imaginez si on avait laissé faire, en 2026, la gare de la Laine serait fermée. Quand on ferme un guichet à la Laine, on enlève l'agent et la gare est fermée. Elle est vouée après aux incivilités. Donc, il faut sauvegarder ce service public. Il faut travailler pour donner des nouvelles missions, de rendre ces gares plus humaines. J'ai vu Saint-Astier, la gare est refaite à neuf. Il y a une bibliothèque mise à disposition. Il y a du service de proximité, des colis. Et donc, on parlait avec Madame le maire de Saint-Astier de la nécessité de laisser ouvert 7 jours, 7 jours, du lundi au dimanche. Et ils avaient fait la proposition de fermer la gare de Saint-Astier et d'ouvrir que 2 jours et demi. Et aujourd'hui, la gare de la Souterraine, elle est ouverte 2 jours et demi, ils veulent la fermer. Parce qu'ils ont fait ça il y a 3 ans. Donc, on a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné forcément la guerre. Donc, il va falloir rester vigilant, surtout vigilant auprès de la région, de bien leur faire comprendre que 2028, c'est le renouvellement du conseil régional, il faudra en tenir compte. Je saurais m'en rappeler. Donc il faut sauvegarder ces guichets, il faut sauvegarder ce service public. Dans nos communes, on se bat, nous les maires, contre l'éducation nationale qui veulent fermer les écoles ou fermer les classes. Il y a la poste, ensuite c'est les gares, etc., etc. Donc il faut se battre pour garder à nos concitoyens, puisqu'on est élus quand même par des gens qui nous demandent de sauver les 18 000 signatures. C'est quand même des gens qui sont mécontents de cette politique qui est mise en place. Moi, je n'aime pas cette société qu'on est en train de mettre en place. Je vous le dis, je suis quelqu'un très à cheval sur les principes du Conseil national de la résistance. Alors c'est vrai, c'est à 85 ans, c'est vieux, mais notre société, elle est basée sur ça. Donc aujourd'hui, on est en train de casser cette société qui était basée sur le Conseil national de la résistance. Et moi, je ne veux pas qu'on casse ces fondamentaux qui est notre société d'aujourd'hui. Si ça parle pas à certains, moi, ça me parle. Et moi, je défendrai toujours, c'est mes valeurs, je défendrai toujours ce service public qui est important pour notre population. Je vous remercie. Merci Thierry. Y a-t-il d'autres prises de parole? Oui, Fatia. Alors, vous savez, Président, que les votes du Conseil municipal ne sont pas ramenés au Conseil communautaire. Mais là, ce soir, je vous reporte, si vous le souhaitez, à la prise de parole de Jacqueline Simonet, qui est conseillère régionale. Et de ce fait, je maintiendrai ce vote, car nous ne sommes pas des girouettes. Donc, pour toute logique. Voilà, je tenais à le dire. Merci. D'autres prises de parole? Bon, juste un petit mot. Ouais, on sait que ce sont des dossiers délicats parce que on est coincé entre la nécessité de restructurer, de suivre un peu l'évolution technologique. C'est un peu sur ce critère que les choses sont présentées. Mais on voit bien quand même qu'on vient nous chercher pour financer la rénovation des lignes. On voit bien que aujourd'hui c'est un moyen de transport crucial pour nos jeunes, mais aussi nos moins jeunes pour rejoindre les villes intermédiaires et les territoires ruraux. Et donc il y a une vraie dichotomie entre l'engouement du ferroviaire qui se développe et les moyens qui sont mis en face. Donc c'est vrai que
plus de présence, c'est quand même très très douloureux quand vous avez un bâtiment justement qui incarne un arrêt et que justement il n'y a pas de possibilité d'aucune intervention, parce qu'à partir du moment où vous n'avez personne, quel que soit l'aléa qui peut se produire à la fois dans le tram et au moment de l'arrêt aussi, il n'y a pas de possibilité d'apporter un soutien. Donc on est évidemment un petit peu vent debout contre ce projet qui visait à quand même continuer à éteindre la lumière dans beaucoup de sites publics et qui était à contre-courant par rapport à l'essor et au soutien qu'on a demandé par l'intermédiaire des subventions que les collectivités ont apportées aux citoyens de ces territoires ruraux. Donc si on avait l'intention de démanteler les choses, c'était pas la peine de nous demander de participer à refinancer les lignes. Donc voilà, on a besoin de retrouver une certaine sérénité et d'analyser les choses un peu plus en détail que ça a été fait de manière primaire, c'est-à-dire uniquement sur l'argument financier, qui n'est, même s'il est important et doit prendre sa place dans les éléments de décision que nous prenons, ça ne doit pas être le seul. Donc voilà, il faut trouver un équilibre dans tout ça, et je crois que là, les gares qui sont concernées ne peuvent pas subir ces fermetures. C'est vrai que ça serait vraiment trop préjudiciable et trop contraire à l'engouement et à la fréquentation qu'il y a sur ces sites. D'autant que à partir de ces gares aujourd'hui sont imaginées, Thierry, tu l'as rappelé tout à l'heure, des possibilités de développement touristique ou de multimodalité. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent à partir de ces points, qui peuvent se passer à partir de ce point. Alors, si on les éteint, rien ne peut plus s'y passer. Et il y a une contradiction, et je terminerai par là, avec ce projet de boucle multimodale sur le secteur que vous connaissez bien en Dordogne, qui d'ailleurs a été soutenu par la région, puisqu'Alain Rousset est venu signer lui-même cette convention de partenariat. Donc voilà, il faut trouver quand même un peu de cohérence dans nos actions, et là, il faut qu'on continue à retrouver cette cohérence sur le sujet. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de... Oui. Merci, Monsieur le Président. Non, je voulais remercier les services de la voirie, puisqu'ils interviennent sur nos communes et le travail est bien fait, aussi bien au niveau du débroussaillage. Donc merci Christophe. Je voudrais que vous fassiez remonter, que tu puisses faire remonter cela à tes équipes, et aussi bien aussi de l'entretien voirie, puisque les revêtements ont été réalisés, au moins pour ma commune, dans des très bonnes conditions. Donc encore merci et bravo. Je te remercie Jean-François, je ferai passer le message demain matin. Ça sent les vacances. On me laisse même pas finir de faire voter la délibération et on prend pas la parole. Non, c'est une question de forme, Jean-François. Donc je reviens sur la motion un instant. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? 2 abstentions. Là, ok. Merci. Oui, 2 contre. Pardon. D'accord. Ok, merci Jean-François de ces propos par rapport à nos services et par rapport aux travaux. Y a-t-il d'autres prises de parole? L'ordre du jour. Juste une petite information quand même. Je voulais concernant les équipements sportifs. On est quelquefois sollicité par des associations sportives concernant des projets d'investissement. Je rappelle la règle de la collectivité. Nous n'intervenons pas a priori dans le financement des équipements sportifs, qui reste l'apanage des financements des communes. Néanmoins, nous sommes intervenus, c'est peut-être ça qui a semé le trouble, pour participer à l'acquisition du ponton pour le sport nautique. Il s'agissait d'une intervention très exceptionnelle, puisqu'il s'agissait, dans un temps très court, de permettre de boucler un financement pour l'acquisition d'un ponton qui a été récupéré suite aux Jeux Olympiques. Donc ça, c'était
Voilà, ce qui explique cette particularité. Nous étions intervenus 2 fois précédemment aussi pour soutenir des projets d'investissement un petit peu sur la gym à Ciboulès, justement par rapport à des travaux qui se faisaient dans la salle, et puis sur la gym à Creil aussi, par rapport à une perte de local. Donc on intervient dans des cadres de situations très exceptionnelles et très particulières, mais pas de manière systématique. Voilà, je voulais juste rappeler cette règle, parce que elle n'a pas changé, et je pense qu'elle ne changera pas d'ici la fin du mandat. Voilà, y a-t-il des... Je me doutais, Christophe, oui, tu peux intervenir. Oui, merci Président. Bon, juste une petite intervention à propos de ce que tu viens de rappeler, bon, ce que nous comprenons tout à fait. Bon, le sujet, je crois qu'il n'a pas été, enfin le titre n'a pas été donné, c'était pour l'USB Judo, qui avait une demande qu'on avait formulée au travers de Jean-François, on en avait parlé ensemble, donc, qui était pour une participation tripartite, si je peux dire, entre l'association elle-même, la ville de Bergerac et une sollicitation qui avait été faite à la CAB. Le prétexte en fait qui avait été pris, c'était de dire qu'il y avait 64% de non-bergeracois qui utilisaient ces tatamis qui sont particulièrement usés depuis... Ça fait un bon moment qu'ils sont usés. Donc voilà, c'était ça le prétexte, c'est de dire qu'il y avait beaucoup de non-bergeracois qui utilisaient, et pour ceci, donc, il nous semblait que l'agglomération était concernée, puisque ce sont des gens, des pratiquants qui viennent un peu partout de vos villes et villages. Voilà, Président. Christophe, c'est le même argument que tu as utilisé il y a de nombreux mois pour essayer de justifier. Je rappellerai que on peut vous retourner l'analyse sur les coteaux de Pêche-Armand, le club de foot ici chez nous. Il y a 8% des Creilsois qui participent, donc ça veut dire 92% des communes avoisinantes, voire de Bergerac qui pratiquent. Donc la règle n'est pas la proportionnalité des utilisateurs. Chacun jouera ce rôle solidaire, et dans les clubs autour, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas la compétence équipement sportif, sauf ceux qui sont listés dans l'intérêt communautaire. Donc la règle reste la même. À nous de la faire évoluer si le conseil communautaire le décide, mais ça se fera que dans le cadre de certaines règles de transfert de moyens, comme ça se fait de manière classique. Voilà, donc je voulais simplement, pour que la réponse ne reste pas anonyme, que l'évoquer ce soir en conseil communautaire et assumer pleinement ma responsabilité de la réponse. Y a-t-il d'autres commentaires? Il n'y en a pas. Mais écoutez, je vous propose de lever ce conseil communautaire et de prendre un moment de convivialité dans la pièce à côté. Merci.